Elle était une mariée par correspondance qui arriva un mercredi et fut abandonnée sur le quai avant même que l'heure ne soit écoulée. La diligence venue de la gare arriva à 2h30. Elle fut la dernière à descendre. Un seul sac, une robe qui avait été repassée avant le voyage et n'y avait pas survécu, les mains lâches le long du corps et le menton haut, comme une femme qui a décidé à l'avance de ne pas s'effondrer. Albert Pio attendait à l'autre bout du quai avec une feuille de papier pliée et l'air d'un homme qui avait répété une mauvaise nouvelle si longtemps que la répétition l'avait rendu pire. Il avait déposé le contrat 8 mois plus tôt auprès de l'agence. Depuis, il avait changé d'avis et n'avait écrit aucune lettre, car une lettre aurait exigé un courage qu'il ne possédait pas devant témoins. Elle avait passé 3 ans à l'orphelinat où elle avait grandi et était restée, prenant des travaux de couture, économisant ce qu'elle pouvait, attendant. Quand la proposition était arrivée, elle l'avait lue 2 fois, avait signé son nom et dépensé sa dernière pièce pour le billet. Albert dit qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Assez fort pour que tout le monde entende, ce qui fut toute la cruauté, car le quai n'était pas vide, et le soir même la moitié de la ville le saurait, et le lendemain matin le reste. Elle resta debout et le laissa finir, les mains le long du corps, son visage faisant ce qu'il devait faire. Il agita les papiers de l'agence une fois, pas comme un acte. Tout le monde sur ce quai savait qu'une femme n'était pas un terrain et ne pouvait être revendiquée comme telle. Mais il les tenait comme un homme qui voulait le poids du papier derrière lui. Puis il les remit dans son manteau et s'en alla sans se retourner. Le quai se vida autour d'elle. Elle resta là, son sac à ses pieds. La ville s'étendait devant elle sans réponse claire sur ce qui viendrait ensuite. De l'autre côté de la rue, un homme sortit de la quincaillerie avec un sac en papier de pièces métalliques et s'arrêta sur le trottoir en bois. 32 ans, les épaules larges, des mains de charpentier, de la sueur sur sa manche depuis le matin. Il avait l'air d'un homme qui avait porté trop lourd trop longtemps, si longtemps qu'il avait cessé de remarquer le poids. Il se tint sur la marche et observa le quai, le sac, le dos droit, l'espace vide où un homme venait de partir. Puis il traversa la rue. Il s'arrêta au bas des marches du quai et leva les yeux vers elle. « Cette câlène, dit-il. J'ai 2 enfants et une maison qui a besoin d'être tenue. Je fais de la menuiserie 3 jours par semaine, donc les matinées vous appartiendront. » Il soutint son regard. « C'est temporaire. Le gîte est le couvert jusqu'à ce que vous ayez décidé de la suite. » Elle le regarda un moment, le jaugeant. « Savez-vous cuisiner ?» demanda-t-il. Elle croisa ses yeux. « Oui, et je n'ai pas peur du travail dur. » Elle prit son sac. « Alors allons-y, dit-elle. » Ils quittèrent le quai ensemble, et derrière eux la ville regardait et engrangeait l'histoire pour plus tard. La cabane se trouvait à la lisière de la ville, avec un cheval dans le petit enclos et une marche de porche qui aurait dû être réparée depuis longtemps. Elle la nota sans commentaire. À l'intérieur, la pièce principale était propre à la manière d'une maison gérée par un homme seul, fonctionnel, ordonné, sans rien de doux. Un établi le long du mur du fond, un poêle qui faisait son travail régulier. Sur l'étagère au-dessus de la fenêtre de la cuisine reposait un petit panier à couture avec un couvercle en bois. Il avait l'air de quelque chose que personne n'avait touché depuis longtemps, quelque chose que toute la maison avait tacitement accepté de laisser tranquille. Cette lui dit que la chambre à côté de la cuisine était la sienne. Sa propre porte, son propre espace. Les enfants mangeaient à 6 heures. Lui mangeait quand il rentrait. Jacques surgit de l'arrière de la maison avec le timing d'un garçon qui avait écouté depuis un endroit où il n'était pas censé être. 10 ans, déjà les épaules de son père, un visage qui gardait ses secrets. Il regarda Willa comme on regarde quelque chose dont on a déjà vu une version et dont on n'est pas prêt à changer d'avis. Il regarda son père. Puis il repartit par où il était venu sans un mot, ce qui en disait long. Marie ne fit pas vraiment une entrée, elle se matérialisa plutôt. 6 ans. Un ruban bien noué et l'autre simplement pendant. Debout près de la porte de la chambre avec toute l'attention sans filtre d'une enfant qui n'a pas encore appris à désirer les choses en silence. Elle regarda Willa avec tout son visage. Willa lui rendit son regard, stable et égal, sans rien de joué. « Tu as faim ?» demanda Willa. Marie considéra la question sérieusement. « Un peu. Viens m'aider à trouver ce qu'il y a dans le garde-manger. » Marie vint sans hésiter. Le souper ce premier soir fut des haricots, du pain de maïs et un bouillon qui n'avait pas le droit de sentir aussi bon vu ce que contenait le garde-manger. L'odeur atteignit la pièce principale avant même que quiconque s'assoie. Cet entra de la cour et s'arrêta juste derrière la porte, quelque chose traversa son visage qu'il mit de côté. Jacques mangea en silence.
Marie mangea en faisant tourner son regard entre son bol et Willa en un mouvement régulier. Au milieu du repas, Marie posa sa cuillère et dit que la dernière femme qui avait tenu la maison brûlait tout ce qu'elle touchait. Seth prononça son nom. Marie regarda Willa à la place. C'est vrai, elle brûlait tout, confirma Willa, les yeux sur son assiette. Les haricots brûlés, c'est une affaire sérieuse. Je ne les prends pas à la légère. Jacques leva les yeux. Le coin de sa bouche bougea une fois puis revint à sa place. Il ne dit rien de plus, mais quand le souper fut terminé, il resta à table un peu plus longtemps qu'il n'était nécessaire avant d'aller se coucher, et Seth le nota sans commentaire. Le lendemain matin, Seth descendit du porche et la marche branlante tint bon sous sa botte. Il s'arrêta, la pressa à nouveau, resta un moment ainsi. Il rentra, versa 2 tasses de café et en laissa une sur le comptoir près de l'endroit où il a travaillé. Rien ne fut dit sur la marche. Elle non plus n'en parla pas. Ils burent leur café dans le calme du matin, et le froid matinal s'installa autour de la maison. Jacques la testa le 5e jour. Il ne fit tout simplement pas ce qu'elle lui avait demandé et s'installa pour attendre. Willa apparut dans l'embrasure de la porte de la pièce du fond. Jacques, le bois. Il leva les yeux. J'allais le faire. Je sais. Fais-le maintenant, s'il te plaît. Il la regarda, soutint son regard, trouva ce qu'il cherchait, puis se leva et rentra le bois sans discuter. Elle le remercia simplement et retourna à la cuisine. Seth avait tout entendu depuis son établi. Il posa son rabot et resta un moment dans le silence avant de le reprendre. Les jours trouvèrent leur rythme après cela. Jacques commença à rester à table après les repas, à tailler du bois ou à lire, présent d'une manière qu'il n'avait pas eue auparavant. Marie suivait Willa de pièce en pièce avec la dévotion d'une petite ombre, et dans là où elle pouvait atteindre et observant attentivement là où elle ne pouvait pas, Seth commença à rentrer de son travail de menuiserie à la même heure chaque soir. Un soir, Willa lut une histoire à Marie tirée du livre sur l'étagère, faisant les voix sans embarras. Marie se pressa contre son flanc avec la confiance totale d'une enfant qui a pris une décision et ne voit aucune raison de la remettre en question. Jacques était assis à l'autre bout de la pièce avec quelque chose dans les mains. Il ne leva pas les yeux. Il ne partit pas. Le temps que le givre s'installe définitivement le matin, Marie avait cessé de suivre Willa comme une invitée et avait commencé à la suivre comme une enfant à la maison. C'était un matin gris et ordinaire quand cela arriva. Marie traversait la cuisine en chaussettes, encore chaude de sommeil, absorbée dans ses affaires personnelles, quand elle se prit le pied sur le seuil entre la cuisine et le couloir et tomba lourdement sur les 2 paumes. Le bruit qu'elle fit était du genre surpris, celui qui précède le moment où l'enfant décide si cela mérite des larmes. Elle décida que oui. Willa fut à terre avec elle avant que les pleurs ne commencent vraiment. Elle prit les 2 petites mains dans les siennes, les regarda et les tint bien au chaud et fermement, sans faire d'histoire, sans aller nulle part. Et Marie, sans vouloir dire quoi que ce soit, prononça le mot qui était simplement vrai. Maman. Le mot entra dans la cabane et n'en sortit plus. Les mains de Willa restèrent où elles étaient, le temps d'une respiration, pas plus, puis elle prit la fillette dans ses bras et la tint jusqu'à ce que les pleurs s'épuisent, calme, certaine, ne laissant aucun signe extérieur de ce que le mot avait fait à la pièce. C'était dans l'embrasure de la porte de la chambre. Il avait entendu. Il resta là, une main sur le cadre, regardant le sol du couloir sans bouger. Quelque chose se passait en lui, et il gardait les yeux loin de cela. Certaines choses changent au moment où on les regarde en face. À table, Jacques s'était figé. 10 ans. Il savait exactement ce qu'il avait entendu et ce que cela signifiait, et quelque chose dans son visage qui était fermé depuis longtemps s'ouvrait lentement. Seth retourna dans sa chambre et s'assit sur le bord du lit, la main à plat sur son genou, et y resta pendant que le matin continuait tranquillement autour de la maison. Abigail Cutler vint se placer à côté de Willa au comptoir du magasin général un vendredi après-midi, avec la manière chaleureuse et exercée d'une femme qui délivre une inquiétude préparée à la maison. Elle parla des apparences, de ce que les gens disaient, de la forme naturelle qu'une situation prenait quand on la laissait tranquille, et de la confusion que cela causait aux enfants quand on leur donnait une fausse idée de ce qu'était cet arrangement. Elle choisit ses mots comme on choisit des outils pour ce qu'ils allaient faire. Elle partit sans rien acheter. Willa posa ses pièces sur le comptoir une par une et rentra à pied. 25 ans, et elle avait été jugée par des femmes à la voix préparée dans suffisamment de pièces pour avoir bâti une patience solide. La patience d'une femme qui savait que la mesure qu'une autre personne prenait d'elle n'était pas la vérité. Elle resta debout à la fenêtre de la cuisine, les mains sur l'appui, et regarda la cour,
la ligne de pain au-delà et le ciel plat et froid plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Puis elle commença à préparer le souper. Ce soir-là, c'était au poêle et elle finissait la vaisselle. Sans lever les yeux du feu, il demanda. « Ça va ?» Elle garda les mains dans la bassine, y réfléchit honnêtement. « Oui, dit-elle. » Il hocha la tête une fois vers le feu. Elle retourna à sa vaisselle, et la pièce garda son silence autour d'eux deux. Près d'un mois plus tard, Dalmarch n'avait aucune intention de causer des problèmes. Il était au saloon un mardi soir, parlant comme les hommes parlent à la fin d'une longue journée. Facilement, sans hâte. Il dit que la maison des Callen avait l'air différente ces derniers temps. De la fumée aux bonnes heures. Les enfants semblaient plus stables. Cette femme du quai, celle qu'Albert avait laissée planter là devant la moitié de la ville. Il y avait quelque chose chez elle, dit Dal. Les enfants s'étaient attachés à elle comme ils ne l'avaient jamais vue. L'aîné commençait à s'ouvrir. La petite avait commencé à l'appeler maman. Il tendit la main vers son verre. Albert s'était figé au bout du bar. Dal continua à parler sans remarquer, disant que c'était bon de voir cette maison reprendre vie. Albert regarda la rangée de bouteilles en face de lui. Il avait les papiers de l'agence dans son manteau. Il avait une fierté qui le rongeait depuis le quai. Et maintenant une image se formait dans sa tête, lumière chaude aux fenêtres, enfants apaisés, fumée aux bonnes heures, une femme que les enfants appelaient déjà maman. Il posa des pièces sur le bar et se leva. « Où habite Callen ?» demanda-t-il. C'était un jeudi matin, froid et clair. Seth et Willa sortaient ensemble du bureau de poste. Il était allé chercher un avis de bois. Elle l'avait accompagné parce que les enfants étaient à l'école et que la matinée s'était déroulée ainsi. Albert s'avança au milieu de la rue avec les papiers de l'agence à la main et la voix forte. Le billet avait été payé, dit-il. Le contrat signé. Une obligation ne se dissolvait pas parce qu'une femme avait trouvé un endroit plus confortable où être. Il brandit les papiers comme un acte de propriété, même si tout le monde dans cette rue savait ce qu'ils étaient vraiment. Puis il utilisa le mot « sienne » et la rue l'entendit atterrir. Tout ralentit. Une femme près des produits secs s'arrêta de marcher. Deux hommes devant le magasin d'aliments se retournèrent. L'air froid figea tout en place. Willa se tenait à côté de Seth. Elle ne recula pas. Elle ne regarda pas Albert. Elle se tenait comme elle s'était tenue sur le quai, droite, pas finie. Sauf que cette fois, il y avait quelqu'un debout à côté d'elle, et toute la rue pouvait voir qu'il n'avait pas bougé. Seth regarda les papiers. Il regarda Albert. Puis il se tourna vers Willa, la voix basse et égale. « Reste ici. Pas un ordre. La façon dont on parle à quelqu'un vers qui on va revenir. » Il marcha jusqu'à la banque. 4 minutes plus tard, il revint avec l'argent qu'il avait gardé sous les lattes du plancher pendant 2 ans. Tout ce qu'il avait mis de côté pour racheter une vraie ferme. Le travail lent et patient d'un homme qui reconstruisait depuis les fondations. Il traversa la rue et pressa l'argent dans la main d'Albert, la tenant jusqu'à ce que les doigts d'Albert se referment dessus. Ça règle le billet, les frais et toutes les excuses avec lesquelles tu es arrivé. Sa voix était plate et définitive. Ça ne l'achète pas. Ça la libère de toi. Maintenant va-t'en. Albert regarda l'argent. Il regarda la rue qui le regardait. Il regarda Willa une fois, et quoi qu'il ait trouvé sur son visage, ce n'était pas ce pourquoi il était venu en ville. Puis il marcha jusqu'à son cheval et partit, et le froid matin se referma derrière lui. La rue retint son souffle. Seth se retourna, non pas vers la foule, mais vers elle. Elle le regardait déjà, les mains le long du corps. L'épuisement qu'elle portait depuis le quai avait disparu de ses yeux, et quelque chose de plus stable l'avait remplacé, le regard d'une femme qui se tenait sur un sol solide. Il se plaça devant elle. Le vent descendait des collines entre eux, propre et froid. Il avait traversé une rue avant même d'avoir décidé de le faire. Il avait laissé un café sur un comptoir sans en faire toute une histoire. Il venait de donner 2 années d'économie à un autre homme sans hésiter, parce que rester là sans rien faire pendant qu'on la lui prenait n'était pas quelque chose qu'il était capable d'être. Il n'était pas un homme qui enjolivait les choses plus qu'elles n'étaient, et il n'allait pas commencer maintenant. « J'aimerais que tu restes, dit-il, comme ma femme, si c'est ce que tu veux. » Elle regarda cet homme, prit l'espace dont le choix pour elle-même avait besoin, et personne ne la pressa. La rue froide attendit. « Oui, dit-elle doucement et complètement, sans rien retenir. C'est ce que je veux. »
Il laissa échapper un long souffle lent, et sa main trouva la sienne et se referma autour. Autour d'eux, la ville reprit vie, botte sur le trottoir de bois, une porte qui s'ouvrait et se refermait quelque part, le vent des collines régulier et propre, et le ciel pâle d'hiver qui continuait au-dessus de tout cela. Le ranch devrait attendre. Pour la première fois depuis des années, attendre ne ressemblait plus à une perte. Jacques était à table avec un court morceau de bois et le plus petit rabot de son père, travaillant le bord au toucher, le bout de la langue entre les dents. Marie était par terre avec sa poupée de chiffon, plongée dans une affaire d'une importance considérable qui ne nécessitait pas l'intervention des adultes. Du poêle venait l'odeur de quelque chose avec de la mélasse, une nouvelle recette que Willa essayait, ajustant au fur et à mesure. Le genre d'odeur qui s'incruste dans les murs d'une cuisine et y reste pendant des années. La porte s'ouvrit. L'air froid, puis les bottes de Seth sur la marche. Le bruit d'un homme qui sait que son retour à la maison est attendu et qui a cessé de tenir cela pour acquis. Marie leva brièvement sa poupée de chiffon dans sa direction en guise de salutation et retourna à ses affaires. Jacques leva les yeux vers son père dans l'embrasure. Puis il baissa à nouveau le regard sur son rabot et continua à travailler. Ce regard portait quelque chose qui n'était pas là au début. Seth accrocha son manteau, traversa jusqu'au poêle et se plaça à côté de Willa pour regarder ce qui cuisait. Elle approcha la cuillère vers lui sans un mot. Il goûta et considéra en silence, sans se presser. Puis il la regarda. Elle reprit la cuillère. « Je sais, dit-elle. Plus de mélasse. » Le coin de sa bouche bougea. Il alla accrocher correctement son manteau et la laissa à sa tâche. Sur l'étagère au-dessus de la fenêtre, le panier à couture était à sa place habituelle. La lumière tardive traversait la vitre et trouvait le couvercle en bois, s'y posant chaude et immobile. Dehors, le vent bougeait dans les pins à la limite de la propriété. Le cheval s'agita dans l'enclos. Quelque part au-delà des arbres, un oiseau appela une fois, longuement et sans hâte. La cabane gardait sa chaleur, n'attendant plus personne. Plus maintenant. Et c'était l'histoire de Willa, une femme qui était arrivée avec rien d'autre qu'un sac et une colonne vertébrale, et qui était repartie avec tout ce qui compte vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, dites-le moi en commentaire. Merci.